Elle est l'emblème de la France. Un symbole, une fierté nationale photographiée et visitée par des millions de personnes chaque année. Monument indéboulonnable, la Tour Eiffel est le résultat d'une prouesse architecturale portée par un homme qui lui a donné son nom, Gustave Eiffel. Mort il y a 100 ans, l'ingénieur s'est battu envers et contre tout pour donner vie à ce projet fou, construire en plein cœur de Paris une dame de fer de 300 mètres de haut. Paris sans elle ne serait pas Paris. La Tour Eiffel, inaugurée en mars 1889, est construite en un peu plus de 2 ans. Un projet titanesque avec des défis techniques insensés qui n'auraient pas pu aboutir sans la détermination de Gustave Eiffel. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de C'est en France, nous allons vous raconter la vie de cet entrepreneur visionnaire. Bonjour Savin Yetman Eiffel, vous êtes l'un des descendants de Gustave Eiffel et vous êtes le commissaire de l'exposition organisée ici au pied de la Tour Eiffel à l'occasion du centenaire de sa mort. Parlons d'abord de la naissance de ce projet hors norme qu'est la Tour Eiffel. Gustave Eiffel au départ ne dessine pas la Tour Eiffel. Alors, Gustave Eiffel, pour l'exposition de 89, on veut faire une grande tour de 1000 pieds, ce qui est un défi qui traînait depuis plusieurs années. Ils veulent le relever, mais c'est vrai que Gustave était occupé sur d'autres projets, il était ingénieur mais aussi chef d'entreprise. Et ce sont 2 de ses proches collaborateurs, Maurice Coquelin et Nouguier, qui vont venir lui apporter un dessin de ce qu'ils ont appelé encore à l'époque un pylône de 300 mètres. Et c'était la première idée de la tour est là, mais c'est encore vraiment une esquisse, une épure très simple. Et c'est vrai qu'un pylône de 300 mètres, ça ne fait pas rêver. Et Gustave a dit, bon c'est intéressant, mais retravaillez ça un petit peu, on en reparlera plus tard. Ils ont vu un architecte qui travaillait régulièrement avec les maisons Eiffel, Steven Sauvestre, qui lui a rhabillé la tour, lui a donné des plateformes pour les visiteurs, lui a donné aussi ces arches que l'on voit en haut, qui sont purement décoratives. Et le projet commençait à devenir beaucoup plus intéressant, il avait une finalité. Et là, Gustave a senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour l'exposition universelle. Il a dit banco, et là, il a mis toute son énergie, toutes ses finances, toute son entreprise derrière le projet. Il a fallu convaincre des politiciens, il a fallu investir, financer ce projet, et puis il a dirigé les travaux. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le projet de Maurice Coquelin et de Nouguier au départ. C'est cette première idée, mais très vite, voilà, Gustave Eiffel devient l'homme qui fait que la tour peut se réaliser. Et c'est pour ça que la tour, qu'il lui a toujours appelée la tour de 300 mètres, a été appelée rapidement par la presse la Tour Eiffel. C'est un grand communicant, Gustave Eiffel. C'est ça qui fait sa force également, parce qu'au début, il faut convaincre l'opinion. Et Gustave Eiffel est là et défend sa tour bec et ongles. Tout à fait. En fait, Gustave Eiffel, très tôt, a su un petit peu faire de la presse, mettre en valeur les grandes constructions qu'il avait fait à travers le monde, ce qui se faisait assez peu à l'époque. Et dans le cas de la Tour Eiffel, il y a eu une opposition très très forte. Pas tant de l'opinion publique que de l'establishment, je dirais, des grands artistes issus des beaux-arts, les architectes, les peintres, les sculpteurs un peu en vue de l'époque, et qui prenaient vraiment la Tour Eiffel comme une abomination, une attaque au beau, au sens du beau que eux défendaient, qui était un art académique beaucoup plus classique. Et donc Gustave Eiffel a dû vraiment se battre très fort contre eux. Et il y a notamment une protestation des artistes dans la presse qui crée une espèce de coup de semonce avec plein de grands signataires, Charles Garnier, Maupassant, Gounod, enfin tous les grands artistes de l'époque. Et Gustave Eiffel, heureusement, a su répondre, a été prévenu de cette protestation, a rédigé rapidement une réponse qui est parue dans le même jour et qui a démonté point par point les arguments. Et donc cette attaque a échoué. Et donc voilà, Gustave Eiffel a vraiment dû se battre pour imposer sa tour tout du long. Parce qu'à l'époque, le fer, il faut le cacher finalement, il ne faut pas l'exposer comme ça. Voilà, en fait, on est vraiment dans une période de grande transformation. Le fer contre la pierre, les architectes contre les ingénieurs, les modernes contre les académiques. Et donc, le fer, c'est quelque chose qui se cache. L'Opéra Garnier, par exemple, est un très bon exemple. Les structures, la coupole sont en métal, mais on le cache par du stuc, par des décorations. Et donc là, montrer le fer, c'est une sculpture nue, c'est pour eux, c'est un échafaudage. Donc c'est vraiment l'antithèse de tout ce que pensent les architectes de l'époque.
On se trouve maintenant au deuxième étage de la Tour Eiffel, cette tour de 300 mètres. Il a fallu 2 ans, 2 mois et 5 jours pour la construire. Quel a été le défi technique le plus difficile de ce chantier pharaonique? Il y a beaucoup de points techniques assez compliqués à relever, mais le point le plus délicat, c'était la jonction entre les 4 pieds de la tour. Ils sont montés chacun séparément et maintenant il fallait mettre des poutrelles horizontales qui allaient relier ces 3 pieds, qui donnaient une assise solide pour ensuite continuer la construction. Et donc pour que ces pieds soient bien alignés, il y a tout un système avec des boîtes à sable, avec des pistons hydrauliques pour incliner légèrement les 4 pieds, qu'on soit exactement à l'horizontale au premier étage. Au-delà du défi technique, il y avait aussi l'aspect financier. Comment Gustave Eiffel a-t-il fait pour financer cette tour qui a coûté beaucoup plus cher que prévu? Alors, au départ, on était sur à peu près 3,5 millions de mémoire. Au final, on est un peu au-dessus de 7. Il faut dire que les ascenseurs ont été plus chers que prévu, les fondations ont été plus compliquées. Donc Eiffel a financé il y a une petite subvention qui a été accordée par l'État. Mais la plus grosse partie, c'est Eiffel qui l'a financé lui-même de sa poche. Il a monté une société par action. Donc il y a une partie il y a des investisseurs qui ont rejoint, mais la plus grosse part de ces actions, c'est lui-même qui les a prises. Donc il était vraiment en pleine confiance du fait qu'il allait aller au bout de ce grand projet. L'argent pour financer sa tour, Gustave Eiffel le trouve en grande partie grâce au canal de Panama. Le chantier se passe mal, mais on appelle l'ingénieur à la rescousse. Il trouve la solution et négocie beaucoup d'argent. Quelques années plus tard, on lui reprochera de s'être enrichi grâce à ce projet qui a ruiné par ailleurs des milliers de petits épargnants. Malgré le succès de sa tour et son aura à l'international, il a quand même laissé 500 constructions, plus de 500 constructions dans le monde entier. Il y a eu le scandale du canal de Panama qui l'a beaucoup meurtri, Gustave Eiffel. Oui, Gustave Eiffel, c'est quelqu'un de très soucieux de son image, de très patriote, qui fait grand souci de la sécurité sur ses chantiers. Il n'y a jamais d'accident. Et donc tout d'un coup, se trouver mêlé à un scandale pour lequel il n'avait rien à faire directement. Ça a été très pénible pour lui. La presse s'est vraiment déchaînée contre lui puisque c'était une cible facile, quelqu'un qui était une image publique importante et qui avait un peu gagné d'argent effectivement sur le canal de Panama, mais pour des travaux qu'il avait effectués en tant qu'entrepreneur, c'était normal d'être payé. Mais en tout cas, on s'est jeté contre lui avec beaucoup de rage. Et si ensuite il a été blanchi de cette histoire, il a été beaucoup peiné, il s'est retiré des affaires d'ailleurs à la suite de ça. Il s'est concentré sur la science, mais là aussi il a fait des trouvailles très importantes. Donc voilà, on a perdu un Eiffel ingénieur, on a gagné un Eiffel scientifique. Retiré des affaires, Eiffel sait que son chef-d'œuvre sera détruit s'il ne représente pas un intérêt scientifique majeur. Il finance donc des expériences de télétransmission radio. Pendant la Première Guerre mondiale, la Tour Eiffel devient l'antenne de référence de l'armée. Il ne sera plus jamais question de la détruire. Gustave Eiffel se consacre alors entièrement à l'étude de son pire ennemi, le vent. C'est ici, dans le 16e arrondissement de Paris, qu'il installe son laboratoire, la soufflerie Eiffel, où l'on mesure les efforts du vent sur les objets. Et nous sommes maintenant à l'intérieur de la soufflerie avec Jean-Marie Franco. Vous êtes le directeur du laboratoire aérodynamique Eiffel. En 1911, Gustave Eiffel décide de créer cette soufflerie. Pourquoi ? Alors, juste pour mémoire, Gustave Eiffel a commencé sa vie en tant que constructeur d'ouvrages métalliques. Et en tant que constructeur d'ouvrages métalliques, il a toujours été confronté au phénomène du vent sur ses ouvrages. Donc il a toujours été intéressé de connaître l'effet du vent sur les objets métalliques, puisque c'était un vrai problème pour lui. D'ailleurs, il disait que le vent, c'était son ennemi invisible. Concrètement, quelles expériences Gustave Eiffel mène-t-il ici dans cette soufflerie? Ici, on va tester des maquettes d'avions. C'est principalement maquettes d'avions, hélices, d'avions, ailes. Donc ça, c'est l'essentiel pour l'époque de son activité. Mais Gustave Eiffel avait déjà pensé que les souffleries serviraient à d'autres choses. Entre autres, il a travaillé pour l'automobile avec la famille Peugeot. Il a travaillé sur le bâtiment. Donc Eiffel, finalement, c'est aussi un pionnier de l'aérodynamique.
Il savait que l'aérodynamique était une science d'avenir, c'était une nouvelle science, une science d'avenir, et il a eu de cesse de trouver des financeurs pour reprendre, et il a trouvé personne à l'époque, même les avionneurs. Et donc il a décidé de construire à 77 ans sa deuxième soufflerie. Donc c'est un pionnier de l'aérodynamique, oui, oui, absolument. Aujourd'hui, cette chambre d'essai est en fonctionnement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille pratiquement à 100% autour du bâtiment. On continue et ça fait 111 ans que cette soufflerie tourne et on espère bien que ça va continuer encore longtemps. Merci beaucoup Jean-Marie Franco. Merci à vous de votre fidélité. C'est la fin de ce numéro de C'est en France consacré à Gustave Eiffel, cet entrepreneur de génie mort il y a 100 ans cette année à l'âge de 91 ans. À très vite sur France 24. C'était votre programme avec Magiline. Piscine Magiline, piscine basse consommation et sans contrainte.